Chapitre 21. Le rassemblement. Carrigan sortit dans le matin couvert, menant cheval par la bride le long de la ruelle, en direction de la grande rue. Le garçon d'écurie les regarda partir avec mélancolie. Il espérait probablement une piécette supplémentaire. Qu'il méritait, réfléchit Carrigan. Cheval brillait en dépit de la grisaille. Elle ne pouvait simplement pas se permettre de puiser encore dans sa bourse. Mais elle avait mis un point d'honneur à louer le garçon pour les bons soins apportés. La grande rue était toujours boueuse. Les citadins marchaient sur des planches de bois qui longeaient l'entrée de presque tous les bâtiments et toutes les boutiques. Mais celles-ci n'avaient que peu d'utilité lorsqu'il s'agissait de traverser la rue ou de changer de trajectoire. Les femmes levaient haut leurs longues jupes, le visage perpétuellement renfrogné, alors qu'elles progressaient difficilement dans cette mixture. Carrigan grimaça à son tour, lorsque son pied s'enfonça dans la boue, avec un bruit de succion. Le lustre de la robe de cheval s'effacerait avant longtemps. Elle se mit en selle pour laisser cheval s'occuper de la boue, et ils se mirent en quête d'un épicier. Les commerçants rouvraient tout juste boutique en rabattant les volets. Un forgeron allumait sa forge, et on pouvait entendre le rugissement des flammes dans toute la grande rue. Nord aurait pu être n'importe quelle ville au réveil. Le raffinement en moins. Les rues pavées de Célium lui manquaient. Elle trouva une échoppe aux étagères encombrées d'aliments cuits ou séchés, de toiles grossières, de haches, de couteaux, de cordes, de scies, de couvertures, de lampes, de farine, de sucre et de saindoux. Tout ce dont une ville de cet acabit pouvait avoir usage. Elle mit pied à terre et enroula les rênes de cheval au poteau figé devant la boutique. Elle raqua la boue de ses semelles sur une grille de fer placée à cet effet juste devant l'entrée. Lorsqu'elle entra, elle entendit un cri en provenance de la rue. Elle regarda par la fenêtre et vit un homme chargé de 2 sacs qui courait tant bien que mal dans la frange. Un autre le poursuivait, dont le tablier blanc de commerçant était éclaboussé de boue. « Reviens tout de suite, voleur !» Le boutiquier, qui avait les mains libres, rattrapa l'homme et lui sauta dessus. Ils s'écroulèrent tous deux dans la gadoue, s'agrippant l'un l'autre. Des passants s'arrêtèrent pour regarder la scène. Une dague brilla dans la main du voleur, qui frappa le boutiquier. Celui-ci poussa une plainte caverneuse qui se répercuta tout le long du dos de Carrigan. Le voleur avait poignardé le boutiquier, et personne n'avait tenté de l'en empêcher. Il se remit sur ses pieds, jeta les 2 sacs sur son épaule, et s'en alla en marchant. Les passants l'ignorèrent, se contentant de contourner le corps du boutiquier, comme s'il n'était rien de plus qu'une pierre en travers de leur chemin. Derrière Carrigan, quelqu'un fit claquer sa langue. Un homme de forte carrure, à la calvitie prononcée et qui portait un tablier blanc, secoua la tête. Ses bonnes joues flageolèrent. Le vieux Maël n'était pas prudent. Il flatta de la main une épée courte à son côté. Partout ailleurs, il aurait été inhabituel de voir un boutiquier armé. « Personne ne va agir ?» demanda Carrigan. « Le vieux Garl va venir ramasser son corps, » répondit le commerçant. « Mais le voleur, qui va lui courir après? Vous, peut-être ?» Carrigan rougit, honteuse. « Personne ne veut risquer sa peau. Je vois que vous êtes quelqu'un de raisonnable, vous portez une épée. Ce n'est pas commun pour une fille, mais c'est censé. Que puis-je pour vous ce matin ?» Il fallut un moment à Carrigan
pour se départir du sentiment de dégoût que lui inspirait le commerçant, à faire passer si aisément la conversation de meurtre aux affaires. Elle ne pouvait se permettre d'y penser. Elle devait mener à bien sa propre mission, et elle n'avait pas le temps de s'attarder sur les problèmes de Nord. Elle se doutait que si elle n'atteignit pas bientôt la cité de Sakor, d'autres personnes mourraient. Elle choisit de la viande et des fruits secs, du thé, du pain et du fromage sur les étagères, et quelques mesures de grains pour cheval dans une barrique. Elle les posa devant le commerçant, sur le comptoir. « 2 pièces d'argent, » dit celui-ci. « Mais c'est... » « Du vol, voulait-elle dire. Elle tint sa langue. Le prix lui laissait un goût amer dans la bouche. Mais elle était, après tout, fille de négociant, et en tant que telle, non dépourvue d'aptitude au marchandage. « 1 demi d'argent, » dit-elle. Le commerçant sourit, l'air appréciateur. Lui aussi savait marchander, et son air suffisant prouvait, s'il était besoin, que peu de gens avaient du pouvoir lui en remontrer. 2 pièces d'argent, 1 point c'est tout. Les sourcils de Carrigan se froncèrent en une ligne continue. 1 demi d'argent, c'est tout ce que valent ces produits. Mais je monte à 1 pièce d'argent. Je vois bien qu'il est difficile de gagner décemment sa vie dans une ville telle que celle-ci. Le boutiquier inclina la tête. C'est une offre correcte, mais un homme doit gagner plus que ça pour pouvoir vivre. 1 pièce et demie, plus 1 sou de cuivre. Carrigan changea légèrement de position. L'homme n'abandonnait pas facilement. Elle se demanda combien de personnes se laissaient prendre au filet de profiteurs tels que lui. Quand elle proposa un prix inférieur, 1 pièce d'argent, le boutiquier gratta sa tête chauve, comme s'il ne savait pas trop ce qui venait de lui arriver. 1 pièce d'argent, c'est toujours ridiculement élevé pour ces marchandises, mais j'accepte de payer ce prix. Elle fit glisser la précieuse pièce le long du comptoir. Se pesant, elle vit quelque chose de doré scintiller dans un panier rempli de babioles exposé sur un coin du comptoir. « Combien pour la broche ?» demanda-t-elle. Le visage du boutiquier s'éclaira. « 1 pièce d'argent, ouais. C'est pas trop demandé pour un objet d'aussi belle facture. » Il posa sur sa paume la broche au cheval ailé pour la lui montrer. « C'est très exagéré, » répondit Carrigan. « Un colis fiché sans valeur. 1 sou de cuivre et je suis généreuse. » Elle savait parfaitement que la broche était faite d'or aussi pur que la sienne. Mais il y avait des chances pour que le boutiquier n'y voie qu'une babiole, comme l'avaient cru Thorne et Jandara. Le commerçant eut l'air surpris. « Cet anneau que vous portez, c'est un anneau de clan ?» Carrigan avait oublié la bague de fiançailles de sa mère. Elle ne devrait probablement pas la porter si ostensiblement, cette bague d'or et de diamants dans une ville comme Nord. Elle sentit cependant que, soudainement, le boutiquier était intimidé. Elle n'usait que très rarement du salut traditionnel du clan, mais elle le fit à ce moment. Elle posa la main sur son cœur et fit une profonde révérence. « Le clan Gladéon, à votre service. »« Un clan de négociants ? » ?»« Si fait. J'aurais dû m'en douter. Je me demandais comment vous aviez fait pour prendre le dessus dans notre négociation. » Il rit d'un rire bon enfant. « 1 sou de cuivre pour la broche, donc. » Carrigan avait peine à croire à sa chance. Elle pensait devoir finalement payer au moins 1 demi d'argent. Elle posa le sou sur le comptoir et prit la broche. Elle était lourde et froide dans sa main. Il restait encore un peu de sang dessus. Les gens d'ici ne valaient pas mieux que Thorne et Jandara. Ils détroussaient les morts. Elle déposa la broche dans sa poche,
rassembla ses achats et sortit, juste au moment où un homme portant favori, vêtu de peau de daim, entrait à grands pas. Des dépouilles de castors, de renards et de visons se balançaient sous son épaule. Le corps du marchand assassiné avait été emmené. Plus loin dans la rue, une foule s'était assemblée. La plupart des personnes présentes portaient des tissus ternes ou des peaux typiques de la ville. Une poignée de gens ajoutaient à cela une note colorée. Des marchands. Kerrigan chargea les sacoches de ses possessions récemment acquises et se hissa sur cheval. Plus tôt il quitterait la ville, mieux cela vaudrait. Avec précaution, ils avancèrent d'un pas pesant vers l'assemblée. Des membres de la Société contre la monarchie formaient une barrière autour de l'Aurélie d'Oran, qui était jugée sur une caisse de pommes retournée, pour s'adresser à la foule. Tout le monde n'apprécie pas les idées de l'Aurélie, pensa Kerrigan négligemment. Ou c'est juste qu'il n'aime pas l'Aurélie. Le roi vous protège, dites-vous? Interrogeait l'Aurélie. Un homme dans la foule s'agita, l'air mal à l'aise. Si fait. La foule lua. Il était bien habillé, peut-être un marchand. En tout cas, pas un habitant de la ville. L'Aurélie leva les mains pour faire taire l'assemblée. Je suppose que le roi protège effectivement les riches et leur octroie des faveurs. Les riches peuvent s'offrir cela. Votre guilde de négociants est aussi mauvaise que le conseil du gouverneur. Vous essayez de contrôler des villages entiers en imposant vos marchandises et vos règles commerciales. Mais qu'en est-il des bonnes gens de Nord? Les yeux brûlants de l'Aurélie étaient rivés sur son auditoire. Ce matin, un homme a été tué dans la rue. Personne n'a empêché ce crime. Le roi n'a pas protégé cet homme. Le roi refuse de financer un office de connétable pour faire régner l'ordre dans cette ville. Il affecte des connétables pour garder les entrepôts des riches négociants de Corsa. Elle soulignait ses propos en faisant de grands gestes. La seule fois où nous voyons un représentant du roi, c'est pour la perception de l'impôt. Un grommellement de mécontentement circula parmi les personnes réunies. Kerrigan essayait de diriger cheval en marge de la foule, sans attirer l'attention. Mais celle-ci bloquait la rue tout entière, trop captivée par les paroles de l'Aurélie pour songer à s'écarter de son chemin. L'Aurélie se redressa de toute sa taille, qui n'était pas bien imposante, mais elle réussit néanmoins son effet. Est-ce que lever de nouvelles taxes sur le bois d'œuvre va protéger le peuple du Nord et les autres petits villages? Non! Elles vont jeter de nouveaux mendiants dans la rue. D'autres familles souffriront de la faim. Le désespoir, frères et sœurs, les consumera. Le roi se sert des taxes pour fortifier le royaume, cria le marchand. J'appelle cela protéger, avec tous ces blathereux qui rôdent aux frontières ces temps-ci. La foule posa des yeux interrogateurs sur l'Aurélie, mais elle répondit sans hésitation. Le roi Zacharie emploie les taxes à bon escient, si fait. Il renforce les fortifications de la cité de Sacor. Il consolide les défenses du château. Pour sûr, ça va protéger le peuple d'Al-Sacorilli tout entière contre les blathereux. Ça ne devait être qu'une demi-vérité, songea Kerrigan. Mais si ce n'était pas le cas? Peut-être les Mirpusiens avaient-ils raison? Peut-être la Sacoridie avait-elle besoin d'un nouveau roi? Mais l'Aurélie ne voulait pas de roi du tout. Que mettrait-elle à la place? Elle-même? Kerrigan modifia légèrement son assiette et guida cheval vers une trouée apparue soudainement entre les grappes des badauds. Elle n'était pas prête à s'allier aux Mirpusiens ou à l'Aurélie Durand. « Les gens du roi protègent les Sacoridiens !» cria un autre homme.
L'Aurélie rit en entendant cette sortie. Comme ils ont protégé les familles vivant à la frontière? Une unité entière de soldats a été massacrée là-bas, sur la route du Nord. C'est ça, protéger? L'échange d'arguments se poursuivit encore quelques instants, et l'Aurélie faisait bouillonner les émotions de l'auditoire. Elle frappait du poing dans sa paume avec emphase pour ponctuer ses paroles. Les traits de son visage passaient de la tristesse à la colère. Sa voix était tantôt implorante, tantôt enjôleuse. Elle raillait toutes les institutions royales, y compris celles qui, comme les cavaliers verts, servaient le roi. Et elle accusait les plus fortunés de soutenir la tyrannie du monarque. Les marchands s'en allèrent sous les huées. L'Aurélie était une oratrice confirmée, et la foule leva bientôt le poing au ciel, en psalmodiant. « Une terre libre est une terre sans roi! Le monarque est un tyran !» Carrigan continuait à manœuvrer pour se frayer un chemin entre les gens agglutinés, et recueillit des jurons pour avoir obstrué la vue. « Si vous me laissez passer, dit-elle, je pourrai peut-être débarrasser le plancher. » Au loin, elle aperçut le pont de bois qui enjambait la rivière de Terrigood. Une fois celle-ci franchie, Carrigan serait débarrassé de la majeure partie de la ville du nord. Puis, s'élevant au-dessus des slogans, une voix s'écria. « C'est un cavalier vert !» Carrigan se figea. Deux hommes jouaient des coudes entre les badauds et pointent le doigt dans sa direction. Les braconniers d'Abraham. Un murmure courroucé enfla dans la foule, même si on ne savait pas bien qui les deux bûcherons désignaient. Personne n'était vêtu de vert. Carrigan devait agir vite avant que l'émeute, car il s'agissait bien maintenant d'une émeute, se retourne contre elle. S'il trouvait la personne que montraient les bûcherons, il la mettrait en pièces. Elle jeta un coup d'œil devant elle et vit une femme qui portait une tunique vert pâle. C'était la femme de forte carrure qu'elle avait vue la veille au soir à l'arbre chu, celle à qui Clathéas avait tiré les cartes. Carrigan la montra du doigt en criant « La voilà! C'est la verdâtre !» Une expression stupéfaite, puis apeurée, passa sur le visage de la femme. Tandis que la foule se ruait vers elle, Carrigan se faufila entre les gens en colère, jusqu'à ce que quelqu'un attrape sa botte et tente de la désarçonner. Les deux bûcherons. « C'est toi, la verdâtre !» lui hurla l'un des deux. Fort heureusement, personne d'autre ne pouvait l'entendre dans le rugissement de la foule. « J'ai entendu ce troll t'appeler cavalier vert !» Carrigan s'agrippa de toutes ses forces à la crinière de cheval, haletant alors qu'elle glissait de la selle centimètre par centimètre. Une ruade bien placée de cheval, cependant, mit rapidement un terme à la lutte. L'un des bûcherons tomba en hurlant, à la merci de la foule. Carrigan éperonna cheval en direction du pont, sans se soucier des gens qui s'y retrouvaient en travers de son chemin. Cheval ne les piétina pas, les poussant plutôt de côté, telle l'étrave d'un bateau fondant l'eau. Une fois sortis de la foule en colère, ils traversèrent le pont au galop dans un claquetement de sabots sur le bois. La rivière turbulente bouillonnait en contrebas, mouillant d'une écume brumeuse le visage de Carrigan. Après la traversée, enfin libéré de l'étreinte de la ville, à l'exception de quelques boutiques délabrées et d'une taverne sur cette rive-ci, Carrigan arrêta cheval pour regarder en arrière. Il était impossible de voir ce qui se passait exactement là-bas. La foule était devenue une masse compacte qui se mouvait comme un seul homme. Elle se demanda ce qui était advenu de la femme qu'elle avait accusée d'être un cavalier vert. Elle n'avait pas fait cela par malveillance, mais pour se sauver.
Une silhouette à cheval se découpait au sein de la foule. Une silhouette grise, immobile comme une statue. Au milieu de ce vif courant humain qui roulait sur lui-même, incapable d'avancer, de reculer. Carrigan, sachant qu'il la surveillait de sous sa capuche grise, eut froid soudain.